Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Donc, enfin, c'est pas un atelier, c'est une table ronde. Les ateliers collaboratifs sont sur d'autres sujets. Là, on est plutôt dans une présentation un peu plus classique, bien qu'évidemment, on va essayer de garder pas mal de temps à la fin des interventions pour que vous puissiez poser des questions et qu'on puisse échanger. Je vous propose de les faire plutôt à la fin, parce que suivant les questions, ça sera tel ou tel orateur qui aura à répondre, soit parce que la question s'adresse à lui directement, soit parce qu'il est a priori le plus compétent pour y répondre. Donc je rappelle le thème de cette table ronde, c'est comment les entreprises arrivent à créer de l'ancrage territorial autour d'elles, dans leur niveau, au niveau territorial, au niveau de le tissu économique et social qui les entoure. Donc on a, vous avez dû le voir, peut-être pas d'ailleurs, non, parce que vous n'avez que le nom des intervenants. On a plusieurs sujets qu'on va traiter qui sont assez variés, mais on va essayer de garder un fil rouge au fur et à mesure des interventions. Donc, pour ma part, donc, je me présente. Donc, je suis Grégoire Caléja, je suis chef de projet économie verte et RSE, rattaché donc à Corinne Touras, que vous avez vu ce matin, la directrice de l'Adréal, et à Patrick Madalon, le directeur de la Direct Vaca. Et beaucoup me connaissent comme un ancien directeur de l'ADEME. Donc, on va peut-être commencer directement par des présentations. Donc, la première personne qui va intervenir, donc, c'est mon voisin de droite, immédiat. C'est Martin Wortmeyer, donc, qui est le délégué au développement durable, donc, qui est le chef de la délégation au développement durable, d'ailleurs, ça s'appelle très précisément, donc, qui est une entité qui est intégrée dans le commissariat général au développement durable et donc qui appartient au ministère de Nicolas Hulot. Donc, Martin, tu vas plutôt nous parler des objectifs de développement durable, c'est ça? Donc, on va peut-être commencer. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est que les objectifs du développement durable? Oui, bonjour à tous et à toutes et à tous. Ah oui, alors il faut parler près des micros, il paraît. 1, 2, je ne sais pas si ça marche. Oui, ça fonctionne. Okay. Oui, alors on va aujourd'hui table ronde et salon sur entreprises et territoires. Et moi, je vais commencer par quelque chose d'horrible. Je vais vous parler de l'ONU, qui nous met quand même très très loin des territoires. Mais je vais essayer de vous dire pourquoi, bien que onusien à l'origine, ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, ce qu'on appelle aussi l'agenda 2030, c'est un dispositif qui aujourd'hui est utilisable sur le territoire et permet aux entreprises, aux associations, aux collectivités, au secteur de l'enseignement, bref, à tout ce monde-là de travailler ensemble. En fait, j'ai une slide sur les ODD, je sais pas si c'est pas grave. Donc, juste un petit mot d'histoire d'abord pour dire que ces objectifs de développement durable ont été adoptés il y a 2 ans, 2 ans et demi maintenant, en octobre 2015, à l'ONU par 193 États, après plusieurs années de négociations, parce que des bouleversements géopolitiques, notamment l'émergence de pays industrialisés, finalement, nouvellement industrialisés au sud, et qui donc ne se satisfaisaient plus des dispositifs antérieurs qui étaient trop paternalistes, les objectifs du millénaire pour le développement, ou d'objectifs trop spécifiquement propres à l'environnement, à savoir tout le processus de Kyoto, de Rio, de Kyoto. Et donc il y a 2 ans, cette adoption des objectifs de développement durable rassemblait des cibles environnementales, des cibles économiques, des cibles sociales, mais aussi en termes d'institutions, etc. Donc c'est un vaste programme, c'est en gros la mondialisation heureuse. Voilà. Et donc ça se traduit par 17 objectifs de développement durable, donc, qui couvrent différentes cibles. Il y en a un sur la faim, il y en a un sur la pauvreté, si je commence par les plus tristes, il y en a un sur la croissance économique, il y en a sur les océans ou la biodiversité terrestre, etc. 17 objectifs de développement durable qui sont les mêmes pour toute la planète, les mêmes pour tous les pays, et donc aussi les mêmes pour tous les acteurs au sein des pays. Autre caractéristique, derrière les 17 objectifs de développement durable, il y a des cibles plus précises qui sont là aussi communes, mais qu'on peut décliner au niveau de chaque pays. Et donc il y a 169 cibles. Donc ça fait un gros attirail. Mais l'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus précis que les 3 piliers traditionnels du développement durable. Donc on va quand même plus loin dans le maniement de ce concept.
C'est plus opérationnel que les agendas 21. Les agendas 21, pour ceux d'entre vous qui les connaissent, qui traduisaient des démarches de développement durable jusqu'ici, insistaient beaucoup sur la gouvernance. Avec les ODD, on peut rentrer dans le dur, c'est-à-dire il faut passer à l'acte, il faut passer à l'action, et donc c'est très conforme à ce finalement au changement de nom aussi de mon ministère, puisque le ministère de Nicolas Hulot s'appelle désormais ministère de la Transition écologique et solidaire, et l'idée c'est bien que maintenant il faut y aller, quoi. On considère que la conscience est là, dans la tête de tous les acteurs, mais maintenant qu'il faut passer à l'acte. Et donc les ODD traduisent réellement ça. Donc pour nous, mais aussi pour tous les acteurs qui s'en saisissent, et il y en a de plus en plus, c'est d'abord et avant tout un langage commun. C'est un référentiel commun du développement durable, et c'est celui qui va nous faire fonctionner et vous faire fonctionner jusqu'en 2030 au moins, et qui permet d'avoir les mêmes entrées. Oui, parce qu'on ne l'a pas rappelé, mais c'est inscrit dans l'agenda 2030. Voilà, c'est la colonne vertébrale, on va dire, de l'agenda 2030, qui est le nom officiel au niveau de l'ONU, mais nous, on utilise plus le vocable des objectifs de développement durable. Et donc, ces ODD, jusqu'en 2030, fournissent le cadre de référence par rapport auquel on peut s'évaluer. Bon, on va revenir un peu plus en avant sur qu'est-ce que les entreprises peuvent faire ça. Et ça permet aussi de discuter avec d'autres types d'acteurs, puisque tout le monde utilise la même grille. Donc, ça permet de mener des actions conjointes, de travailler à des partenariats. Voilà, c'est ça la caractéristique essentielle. Je ne vais pas vous raconter ce qu'on en fait au niveau national, l'organisation, juste pour dire un mot, si tu me permets. Oui, c'est comment on peut le déployer en France. Alors, c'est d'abord, moi je parle du ministère, je suis au ministère de la Transition écologique et solidaire, mais en fait ma directrice générale, qui est donc la commissaire générale au développement durable, elle a un mandat du Premier ministre. Elle a reçu une lettre qui a été réactualisée là, tout récemment, en mars, une lettre du Premier ministre qui lui donne le mandat d'activer, enfin, d'emmener la France vers la réalisation des objectifs de développement durable. Et pour ça, donc je suis MTES, comme on dit chez nous, ministère de la Transition écologique et solidaire, mais surtout, on travaille avec ce mandat interministériel qui nous permet d'embarquer tous les ministères et donc aussi, je vais dire un gros mot, les clientèles des ministères. C'est-à-dire que quand on travaille sur l'ODD qui évoque surtout l'enseignement et l'éducation, on va travailler avec le ministère de l'Éducation nationale, mais du coup, on va travailler avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes de l'éducation nationale. Quand on va travailler sur l'ODD 5, sur l'égalité homme-femme, on va travailler avec le secrétariat aux droits des femmes, et en même temps, on va travailler avec des groupes féministes, des associations féministes, etc. Et donc, on a une palette très, très large d'acteurs, associations, fédérations d'entreprises, collectivités, etc. C'est ce qu'on appelle la communauté des ODD, et notre outil principal, c'est d'activer cette communauté des ODD, donc pour l'instant au travers de rencontres et de programmes d'action communes pour que la France soit au rendez-vous en 2030. Et ces ODD, donc, elles sont assez vastes, on l'a vu, sur des sujets à la fois un peu macro et d'autres peut-être un peu plus pointus en matière d'environnement ou de social. En quoi ça concerne les entreprises, plus spécialement, puisque là on est quand même dans un forum qui s'intéresse au territoire, certes, mais surtout aux entreprises. Donc, les entreprises là-dedans, quelle est leur démarche, leur implication possible? Bon, alors, moi, je vais être clair, hein, moi, je suis membre de l'administration. Donc, c'est vous qui allez me dire ce que les entreprises vont faire des ODD, mais je peux quand même donner quelques pistes. Donc, c'est un référentiel, le référentiel qui s'impose aujourd'hui sur le développement durable, qui a restructuré complètement l'ONU, c'est-à-dire que l'ONU a réorganisé ses différents services, etc. Mais c'est un discours qui a très largement diffusé dans les grandes organisations multilatérales. On en parle au G7, au G20, mais c'est aussi très structurant pour la Banque mondiale, etc. Donc c'est très structurant aussi pour tout ce qui est financement international. Et de fait, l'entrée actuelle, elle est très largement par les entreprises les plus ouvertes au monde, les plus connectées au monde. Donc on a cette entrée-là qui est très internationale. On a beaucoup de financeurs qui aujourd'hui se posent la question, et même plus que la question, utilisent les ODD, y compris pour flécher des investissements, pour orienter leur action. Mais c'est aussi un programme qui a été saisi par les PME. Ce matin, il y avait une présentation de Global Compact France qui travaille beaucoup avec la CPME, qui fait un énorme travail sur les ODD.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ce référentiel dans une boîte? Le premier élément, c'est, comme tout référentiel, c'est un cadre d'analyse et de suivi. C'est-à-dire que vous pouvez vous référer à lui pour rendre compte de vos activités. On fait une analyse de son action en termes de développement durable, c'est la grille assez naturelle, assez spontanée pour s'en servir. Le deuxième élément, je l'ai dit, c'est un langage commun, et donc moi je dirais qui doit, mais qui peut être utilisé pour la discussion avec vos parties prenantes, que ce soit en interne, avec les salariés, les syndicats, etc., ou avec vos partenaires externes, soit clients-fournisseurs, soit le monde qui vous environne sur les territoires, par exemple les collectivités, des collectifs citoyens, etc. Donc c'est un langage commun qui peut être activé. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à terme, ça puisse remplacer ou s'intégrer dans les rapports extra-financiers des entreprises? Oui, oui, tout à fait, parce que alors ça fait 2 ans et demi qu'il existe, je disais. Il est long à percoler. Je dois dire que moi qui y suis tous les jours, ça ne va pas suffisamment vite à mon goût. Mais petit à petit, il se diffuse dans les discours des responsables, dans les références des entreprises. Et donc, oui, tout à fait sur cette question-là. Et d'ailleurs, et ce sera mon dernier point, si au-delà du cadre d'analyse, de suivi, de rapportage, au-delà du langage commun que ça vous donne, les ODD peuvent aussi fournir véritablement un cadre stratégique pour les entreprises pour demain, c'est-à-dire leur permettre de se positionner, de modifier même leur cœur de métier, de se positionner sur de nouveaux modèles économiques, de flécher leurs investissements en fonction de ça, d'aller chercher de nouvelles solutions, puisque les ODD amènent à traiter à la fois d'objectifs économiques et donc de profitabilité. Il y en a un qui met l'accent notamment sur la croissance, sur les emplois décents, etc. Et en même temps, le référentiel vous conduit à vous intéresser des cibles environnementales, des cibles en termes de formation, l'égalité homme-femme, etc. Et donc, en se saisissant des ODD, les entreprises qui ont compris que c'était le référentiel de demain réorientent d'ores et déjà leur métier, leur modèle d'affaires, avec tout dernier point, avec une insistance particulière sur le No One Left Behind, puisque les ODD mettent beaucoup l'accent sur le fait que le développement, le futur doit embarquer tout le monde, on ne doit laisser personne de côté, et donc ça pousse à des modèles inclusifs, aussi bien au sein de l'entreprise, là encore on en parlait ce matin, de l'enjeu d'intégrer dans l'entreprise des publics diversifiés, etc., et aussi en termes de clients auxquels il faut s'adresser. Il y a de plus en plus d'entreprises qui savent qu'il y a des marchés, même dans des couches de consommateurs, qui ont des moyens financiers limités, mais pour lesquels il y a des marchés à développer. Peut-être dernière chose avant qu'on passe à l'intervenante suivante. Quel lien on peut trouver entre les démarches en matière d'ODD et les dynamiques territoriales? Parce que c'est quand même le sujet de la table ronde. Tout à fait. Alors, moi, je mettrais l'accent pour te répondre, sur un des ODD qui s'appelle... Ils sont numérotés, les 17, donc c'est le 12, celui-là, il faut l'apprendre par cœur, qui est consommer et produire durablement. Dans l'ODD 12, on a des cibles qui vous amènent, donc je vous rappelle, 17 ODD, 169 cibles, donc ça fait à peu près une dizaine de cibles par ODD. Et au travers de l'ODD 12, on est sur des cibles très territoriales. Alors, il y en a une qui est sur l'usage sobre des ressources. Faut savoir, ça sera le seul chiffre de mon exposé, qu'un Français en moyenne utilise au travers de sa consommation, de sa vie annuelle, 11,7 tonnes de matière par an. Et ça, c'est ce qu'on appelle la consommation apparente. Mais si vous considérez aussi tous les produits importés que vous utilisez, en fait, on est à près du double. Donc, pas loin de 20 tonnes de consommation de matière pour chaque Français. Et donc là, il y a un effort très important à faire pour aller vers des activités économiques plus sobres en ressources. Et ça passe, et c'est le point essentiel qui nous ramène au territoire, ça passe par l'analyse des flux. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle doit aujourd'hui travailler sur ses flux amont, ce qu'elle achète, ce qu'elle utilise, et aussi sur ses flux aval, à la fois ce qu'elle produit et ce qu'elle rejette. Et travailler sur ces flux matières permet de rentrer dans ce dont on parlait ce matin, l'économie des boucles, l'économie circulaire, de manière à minimiser l'usage des ressources.
Deuxième cible, j'en aurai juste une troisième, il y en a une spécifique sur la lutte contre le gaspillage, notamment le gaspillage alimentaire. Et donc là, il y a déjà beaucoup d'actions engagées par des entreprises au niveau des territoires, notamment en partenariat avec des associations de type aide alimentaire. Donc on a des combinaisons entre des grandes surfaces, des associations d'aide alimentaire, etc. Et donc un travail local qui permet de renforcer le sens pour l'entreprise et d'engager les salariés de l'entreprise dans un travail qui a du sens, tout en allant vers cette cible qui est la réduction du gaspillage. Je ne vous fais pas de dessin, mais le gaspillage est une partie très importante de notre surconsommation, notamment dans les pays du Nord. Et puis la dernière cible que je citerai, je ne les aurais pas toutes citées dans l'ODD 12, c'est la réduction des déchets. Et donc là aussi, on retombe sur cette question. Les déchets, il faut bannir ce mot. Les déchets doivent devenir une ressource dans les modèles économiques de demain. Et au travers de l'économie circulaire, mais qui demande très très largement un travail local, même si Seb nous disait oui mais moi je dois aussi travailler à l'international avec mes vieilles casseroles, etc. On sait bien en même temps que la réduction des déchets ou le passage, la transformation du déchet en ressource, c'est beaucoup un travail local, une appropriation locale. Merci Martin. Oui, donc je disais, on posera les questions en fin de table ronde, si vous le voulez bien. Alors, on a une personne qui nous a fait défection, donc c'est Nathalie Boyer, qui est déléguée générale de l'association Auré, qui n'a pas pu venir, qui est aussi par ailleurs ambassadrice de l'économie circulaire, une des personnes qualifiées qui a été nommée ambassadrice de l'économie circulaire. Mais ça tombe bien, puisque Séverine, donc, qui est parmi nous, va pouvoir la remplacer et faire sa présentation. Donc Séverine Roulet-Fournuron, je vais y arriver, donc, qui est directrice environnement et développement durable des laboratoires Pierre Fabre, qui ont un modèle économique qui sera peut-être sûrement intéressant à développer, ne serait-ce que quelques instants, est aussi membre de l'association Auré, et elle a participé de manière active à la préparation du guide dont devait vous parler Nathalie Boyer sur l'ancrage territorial des entreprises. Donc, alors, s'il te plaît, la première intervention que tu vas faire, c'est avec une casquette Auré. Donc, je te laisse te propulser. Moi, ça sera plus difficile de me propulser. Mais... Donc, première chose, est-ce que tu peux nous expliquer ce que... Enfin, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens ici qui savent qu'est-ce que c'est Auré et qu'est-ce que fait Auré. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques lignes, quelques slides, quelle est l'activité d'Auré ? Est-ce que ça apparaît bien ? Oui, c'est bon. Alors ouais, très brièvement, donc Auré, c'est une association créée en 1992, dont les 3 missions principales sont les enjeux autour des entreprises et biodiversité, tout ce qui tourne autour des questions d'économie circulaire, et tout ce qui tourne également autour du reporting extra-financier et notamment l'ancrage territorial, d'où ce groupe de travail qui avait été créé pour... ça a disparu. C'est bon. Qui avait effectivement été créé pour travailler autour d'un indicateur sur l'ancrage territorial. Donc le réseau, enfin Auré est organisé, c'est un réseau multi-acteurs. On retrouve des institutionnels, des entreprises, des gens du monde académique, des associations de protection de l'environnement. Donc c'est vraiment un microcosme, on vient d'horizons assez différents. Et ce groupe de travail sur l'ancrage territorial est né du fait que, après plusieurs années d'analyse des rapports extra-financiers, Auré en était arrivé à la conclusion que le chapitre du rapport extra-financier sur l'ancrage territorial était assez mal développé et finalement on avait du mal à rendre compte sur ce qu'est l'ancrage territorial, comment il se mesure et comment finalement mesurer la performance aussi de cet ancrage territorial. Donc, j'ai eu la chance d'être la vice-présidente, effectivement, de ce groupe de travail pendant 3 ans, je crois. C'est ça, ça nous a bien occupé 3 ans. Pour élaborer ce guide. Regarde, je vais trouver les touches, voilà. Pour élaborer... Très figuratif. Pardon ? Très figuratif. Oui, voilà, effectivement. Donc ce guide, pour aider, effectivement, les différentes organisations à rendre compte de leur ancrage territorial.
Donc là, je crois que tu me poses une question. Oui. Non, mais comme je te voyais sortir l'encre, j'ai dit, c'est oublié, j'avais une question. Non, tu as vu, ça s'appelle une relance. Donc regardez Yann Barthès tous les soirs, vous verrez ce que c'est des relances ratées. Donc, bon, je suis moins fin que lui, mais donc c'est une relance ratée. Quels sont les grands types d'enseignement de ces travaux et est-ce que l'ancrage territorial, est-ce que de cet indicateur peut apporter aux entreprises et comment on s'en sert exactement? Est-ce qu'on peut décrire parce que c'est à la fois un indicateur, mais c'est aussi un guide, si j'ai bien compris, méthodologique. Oui, un guide méthodologique. Est-ce que tu peux nous expliquer ça plus en détail? Donc, en fait, plusieurs enseignements issus des différents témoignages dans ce groupe de travail, c'est que déjà, l'ancrage territorial, ça ne se décrète pas. En fait, il est souvent le résultat d'une volonté de l'entreprise. Souvent, il est dans l'histoire même de l'entreprise et de l'organisation. Et on trouve vraiment ça dans l'ADN, dans ses gènes et dans son histoire. Après, quand on pose la question à une entreprise, finalement, généralement, elle considère en fait qu'elle est ancrée localement. Donc, c'est plutôt ce qui ressort des différents questionnaires qu'on a eus au début de ce travail. Et cet ancrage, en fait, va se décliner suivant les enjeux économiques et stratégiques auxquels doit répondre l'entreprise. Donc, on va bien retrouver entre l'objet économique de l'entreprise les raisons ou la vocation derrière l'ancrage territorial. Après, finalement, en fonction de la maturité des organisations, on a représenté ça un peu comme une pyramide de Maslow, où on va avoir finalement des entreprises ou des organisations qui ont un ancrage dit passif, c'est-à-dire qu'en fait, on est là sur ce territoire, mais l'activité aurait parfaitement pu s'exercer ailleurs, dans les mêmes conditions, ni avec plus ou moins d'avantages. Après, on va avoir des ancrages qui sont plutôt contextuels, c'est-à-dire que vous utilisez une ressource et cette ressource, il se trouve qu'elle est là sur le territoire où vous exercez. Donc, vous êtes là parce qu'il y a la ressource. Après, il peut y avoir aussi un ancrage qui est lié à un collectif client-fournisseur. Donc, finalement, les fournisseurs amont de mon activité sont sur ce territoire. Donc, il est plus logique que je sois sur ce territoire. Et enfin, on va avoir tout en haut de la pyramide ce qu'on appelle l'ancrage avec de l'interdépendance, donc qui est en fait l'ancrage le plus abouti, où là, on va co-construire avec les territoires. Et finalement, même dans cette relation de co-construction avec les territoires, on va aller jusqu'à de l'innovation. Et cet ancrage territorial va permettre aux organisations réellement de créer en fait des potentiels d'innovation. Le cinquième enseignement, en fait, je viens de le dire, donc j'ai un peu devancé. Donc l'ancrage territorial qui permet l'innovation. Et donc le sixième enseignement, on arrive effectivement à des boucles vertueuses qui vont, on revient à cette notion de boucle, qui vont se former, où les actions des entreprises finalement ont une conséquence positive sur le territoire. Et de la même façon, en fait, le territoire a des actions qui vont avoir une action positive sur l'entreprise. Donc voilà ce qu'on peut dire des premiers enseignements de ce groupe de travail. D'accord. Auré, vous êtes connu de longue date pour des travaux sur d'autres sujets. Vous avez accompagné beaucoup de gens, beaucoup de territoires, vous avez sorti beaucoup de guides. Quels sont vos prochains travaux et sur quels sujets vous allez travailler dans les prochains mois, prochaines années ? Donc là, à l'issue de ce guide, finalement, on va essayer de travailler sur justement la mesure de ce que produit comme richesse, en fait, cette interdépendance, territoire, organisation, de façon effectivement à être en capacité de mesurer ce que cela produit, puisque si on mesure ses performances, bien sûr, on a un phénomène d'entraînement des acteurs dans cette boucle vertueuse. Bien, mais alors tu changes ta casquette. Oui, je finis quand même. Donc juste pour présenter cet indicateur d'interdépendance. Donc l'objectif, c'est que comme pour les ODD, quelle que soit l'organisation ou la taille de l'organisation, on peut rentrer dans cette mesure de l'indicateur d'interdépendance.
Alors, il se présente selon 4 axes. Un axe qui va être plutôt sur l'innovation, la recherche. Un axe sur l'ancrage social et économique, notamment la création d'emplois, les emplois directs, indirects. Sur la co-construction, l'axe 3 sur la co-construction des ressources communes. Donc là, effectivement, comment on va co-construire des projets en commun, organisation, entreprise, territoire. Et enfin, la gouvernance, c'est-à-dire comment l'organisation, finalement, s'est organisée autour de cet ancrage territorial. Est-ce que vous avez des personnes qui sont dédiées à ça? En fait, c'est le métier, finalement, de gérer cet ancrage territorial. Donc, voilà, très brièvement, la présentation de l'indicateur. Est-ce que ce document et cette procédure, enfin cette démarche est déjà disponible? Oui, elle se trouve donc sur le site internet, auray.org. Enfin, je sais, mais il y a le guide, donc vous avez, c'est sous forme d'un tableur Excel en fait, où on rentre un certain nombre d'indicateurs chiffrés ou qualitatifs qui donnent des points. Et à la fin, donc je pense qu'il y a un exemple qui a été mis. Hop, je passe les différentes. Je vous les illustrerai après pour voir comment nous on l'a utilisé, peut-être. Donc après, vous avez un score, voilà, qui apparaît par thématique, et on retrouve la démarche globale sous forme d'une araignée, en fait. Le but du jeu, comme toutes les araignées, étant d'avoir la toile la plus large possible pour avoir un ancrage le plus abouti possible, en fait. C'est bon. Donc voilà, là, j'espère que j'ai bien représenté... Donc, Madame Roulet-Forneron-Séverine, cette fois, donc directrice du développement durable et de l'environnement, développement durable et environnement de laboratoire Pierre Fabre. Vous êtes là aussi parce que les laboratoires Pierre Fabre ont testé chez eux cet outil. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que ça a impliqué comme action réellement opérationnelle au sein de l'entreprise? Alors, juste pour dire deux mots de qui on est, parce que nous, on est plutôt du sud-ouest, dans la région Occitanie. Donc, laboratoire Pierre Fabre, du nom éponyme de notre fondateur, Monsieur Pierre Fabre, qui était pharmacien et botaniste, et en fait, qui est parti d'une pharmacie d'officine à Castres, et qui a créé donc ce groupe pharmaceutique et dermocosmétique. Et la particularité de notre entreprise, c'est qu'on est une des 2 entreprises françaises détenues par une fondation reconnue d'utilité publique, ce qui veut dire qu'on appartient à une fondation et que les dividendes dans l'entreprise donc, sont versés à la Fondation Pierre Fabre, qui, avec ses dividendes, en fait, œuvre à l'accès à des soins de qualité dans les pays en voie de développement sur différentes thématiques, que ce soit la lutte contre la contrefaçon de médicaments, la formation des professionnels de santé. On travaille sur la drépanocytose, sur les problèmes de dermatologie tropicale. Également finance des bus médicalisés pour les réfugiés syriens. Voilà, tout un tas d'actions qui sont menées par cette fondation à travers le monde. Donc, une des phrases, enfin moi je suis rentrée chez Pierre Fabre il y a 18 ans, et il y a 18 ans, en fait, la phrase était « être partout dans le monde tout en étant là », en fait. Donc, en 50 ans, depuis Castres et depuis sa pharmacie d'officine, Pierre Fabre a créé un groupe de 13 000 collaborateurs. Donc, on est 6 000 en France, on fait un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc répartis sur des activités de pharmacie et de produits dermocosmétiques que vous retrouvez sur différentes marques, en fait, dans des circuits spécialisés, pharmacie, parapharmacie. Donc, cette politique développement durable, elle tourne autour de 5 axes stratégiques, et un des axes s'appelle « Hommes et territoire ». Donc, en fait, c'est dans la stratégie de l'entreprise qui est inscrite clairement cette volonté d'un ancrage territorial, à la fois dans notre région d'origine et dans les différents pays où nous opérons. Alors, cet indicateur d'indice territorial, on l'a testé sur l'Hexagone, et ce que je vais faire, c'est juste vous illustrer par quelques exemples, finalement, comment on alimente l'outil par différents exemples concrets. Donc, le premier, ancrage social et économique, sans doute le plus facile finalement, puisque ce sont les emplois locaux, l'insertion professionnelle et le développement du tissu économique local.
Donc, je vous ai parlé d'ancrage territorial. La carte de France montre effectivement que notre berceau, c'est le sud-ouest de la France. Alors, pour nous, le sud-ouest, c'est assez large. Ça part du Béarn, ça va jusque dans l'Hérault, à Avesnes, et ça monte jusqu'en Corrèze. Donc, c'est grand, on appelle ça Grand Sud-Ouest. Et donc, on a 50 sites en France. On est également agriculteur, puisqu'on cultive pas mal des actifs qui rentrent dans nos produits. Donc, on a 200 hectares de terres cultivées dans le Tarn en agriculture biologique. 100% de la recherche et développement est en France et 98% de la production est française. Ça ne nous a pas empêché de développer des actions plus locales. Il y a 20 ans, notamment, a été créé Tarn Entreprendre, donc en 97. Et Tarn Entreprendre, en fait, c'est une association pour aider à l'entrepreneuriat. Donc, en fait, c'est un accompagnement gratuit de comptables, de juristes, de chefs d'entreprise qui vont encadrer des jeunes entrepreneurs pour la création d'entreprises. Donc, aujourd'hui, c'est 140 projets qui ont été accompagnés. 87 ont donné naissance à des TPE, PME, ce qui représente 500 emplois sur notre département. L'ancrage territorial et l'insertion, c'est aussi l'entreprise inclusive. Et pour nous, ça s'est traduit notamment par l'insertion des travailleurs handicapés. Donc notre entreprise, depuis maintenant plus de 5 ans, je crois, est à plus de 6%, le taux à atteindre d'insertion de travailleurs handicapés. Et c'est vrai que cette insertion de travailleurs handicapés, elle se fait à la fois dans l'entreprise, l'embauche en milieu ordinaire, la reconversion de gens qui ont eu des accidents de la vie, mais elle se fait aussi par beaucoup de partenariats sur le territoire avec des ESAT, des entreprises d'insertion. Donc pour nous, c'est tout ce qui est activité de co-packing, préparation de séminaires, tout ce qui est également cueillette, la cueillette des fleurs pour la récolte pour nos actifs. Voilà un peu toutes les actions qui sont menées autour de l'insertion. Le deuxième axe, donc, qui est la stratégie d'innovation et de marché. Donc, un des dilemmes de Pierre Fabre depuis toujours, parce qu'il était dans une région qui a vécu la désindustrialisation, où les gens étaient formés finalement pour le cuir, pour le textile, mais pas pour rentrer dans l'industrie pharmaceutique ou dans des entreprises qui faisaient de la chimie, de la recherche et développement. Donc, dès le départ, il a imaginé la construction en fait de formations diplômantes à Castres et à Albi, en fait, pour finalement faire un vivier de compétences pour l'entreprise. Donc, ça a été la création de l'IUT de Castres-Mazamet, d'abord en fait dans la chimie, puis dans les métiers du packaging. Plus récemment, à Castres, une école d'ingénieurs sur la e-santé. On était à l'origine de la création de l'école des mines Albi Carmo avec le double diplôme ingénieur et pharmacien. Donc on voit bien le partenariat en fait gagnant-gagnant pour l'entreprise finalement et créer ces viviers de compétences. Mais aussi si on se place du point de vue de la RSE, avoir des écoles d'études supérieures dans des villes de 50 000 habitants, c'est clairement l'accès à des études supérieures pour tout un pan de la population où les jeunes ne sont pas forcément boursiers, mais pour qui ça peut être très compliqué de faire des études dans des grandes métropoles au coût que tout le monde connaît, en fait, de vivre dans des grandes métropoles en France. Un autre exemple sur l'innovation, ces images-là, maintenant, les plus jeunes ne les ont pas connues, mais en 2001, à Toulouse, on a eu un des plus gros accidents industriels, le plus gros d'ailleurs de France, 30 morts, 3000 blessés suite à l'explosion d'AZF. Et dès le départ, finalement, il a fallu imaginer comment reconvertir cette ville de Toulouse, parce qu'on savait qu'on allait perdre la chimie à Toulouse. Cette chimie était vraiment aux portes de la ville. Et comment finalement faire renaître sur ce champ de ruines un message d'espoir et une activité économique autre que l'aéronautique, parce que ce n'est pas durable non plus d'avoir une mono-activité dans une mégalopole comme ça. Et donc a été imaginé avec M. Pierre Fabre et le maire de l'époque, Philippe Douste-Blazy, la reconversion des terrains d'AZF en cancéropole de Toulouse. C'était Jacques Chirac qui avait lancé à l'époque les plans cancer. Et donc, on s'est inscrit dans ces plans cancer. Toute la recherche Pierre Fabre a été rassemblée
en fait, sur le sud de Toulouse, où un campus a été créé avec l'hôpital du cancer, avec des unités mixtes de recherche publiques-privées, et finalement tout un campus, comme on le voyait à l'époque plutôt aux États-Unis, où tous ces acteurs, finalement, pour une même cause, qui est la lutte contre le cancer. Sur les territoires, on parle maintenant beaucoup aussi d'open innovation. Donc l'open innovation, pour nous, ça a été plus récemment en fait un projet qu'on appelle Nature Open Library. Il faut savoir qu'on a la plus grosse bibliothèque privée d'échantillons de végétaux au monde. Et donc, en fait, on a ouvert cette bibliothèque à des startups, à des laboratoires de recherche, parce que finalement, nous, on ne pourra jamais cribler tous les végétaux de notre bibliothèque. Et donc, autant finalement être le plus grand nombre à cribler ces végétaux pour demain faire plus de découvertes et co-construire finalement des produits de demain. Et plus récemment, donc un fonds d'innovation qui s'adresse à des sociétés de biopharmacie qui sont des incubateurs en fait, pour des entreprises sur notre territoire autour de la recherche et développement. Un autre exemple, les achats également, tout ce qui tourne autour des achats locaux. Donc, à peu près 70% de nos achats sont faits auprès d'entreprises françaises, donc 25% en région d'implantation. Donc, pour certaines de nos marques, on a été chercher le label Origine France Garantie, qui vous garantit en fait que plus de 40% du produit est constitué de composants faits en France. Et un autre exemple territorial, là vous avez en photo l'hôtel d'Avesnes, cet hôtel qui est à Avesnes, magnifique village dans l'Hérault, en fait, qui a été construit avec 94% d'entreprises implantées en Occitanie, dont 35% dans l'Hérault. Donc on a vraiment une façon de construire nos achats où on va systématiquement chercher les gens qui sont autour de nous, sur notre territoire, et vraiment on ira chercher à l'extérieur si on n'a pas trouvé dans notre territoire économique. Le dernier axe que je souhaitais illustrer, donc c'est la co-construction de ressources communes. En fait, comment on construit des projets avec le territoire dans des partenariats gagnant-gagnant. Là aussi, il y a presque 20 ans, en fait, on a été à l'origine de la société d'économie mixte qui a amené le haut débit à Castres. Il faut savoir qu'à Castres, on n'a pas le TGV, on a un aéroport avec un avion par jour et on n'a pas d'autoroute. Donc c'est la seule ville de 50 000 habitants en France qui n'est pas désenclavée. Donc la fibre optique, c'est quelque chose d'hyper important pour nous. Et donc on a été donc à l'origine de cette arrivée de la fibre optique sur les territoires il y a une vingtaine d'années maintenant. On a parlé d'économie circulaire, comment on crée des boucles grâce à l'ancrage territorial. Alors, 2 exemples. Là, vous avez un produit capillaire à base de lin. Donc, nous, on a introduit le lin dans notre région. Enfin, on l'a réintroduit. Historiquement, il était cultivé parce que ça fait de l'amendement organique naturel des sols. On utilise les graines pour faire une gamme capillaire. Et en fait, les tiges partent dans une scope sur Toulouse pour faire de l'isolant pour les maisons. Un autre exemple où là, c'est nous qui allons être utilisateurs de coproduits pour les gammes de Magnolia. Donc, en fait, on utilise les déchets de coupe d'un pépiniériste qui est sur Toulouse parce que le plus gros pépiniériste de Magnolia, il se trouve qu'il est sur Toulouse. Et donc, voilà, ces déchets de coupe nous permettent d'extraire un actif, en fait, pour une gamme capillaire. Je souhaitais juste terminer avec cette illustration. C'est une marque en fait à Derma qui a été créée par Pierre Fabre qui s'occupe de peau en fait avec des désordres dermatologiques à base d'une plante qui est l'avoine réalba en fait et qui pousse que l'on cultive dans notre département. Et juste pour vous illustrer comment une marque peut s'approprier cet ancrage territorial, ça a été déjà la création d'un lieu qui s'appelle Terre d'Avoine. Vous voyez, c'est la petite maison là-haut. Donc, Terre d'Avoine, en fait, ça se situe à Puylaurens. Et là, on fait venir des dermatologues du monde entier qui viennent, en fait, découvrir cette avoine réalba et qui viennent découvrir les propriétés dermatologiques de cette plante. Pour cette plante, on a participé avec les chambres d'agriculture et avec les agriculteurs locaux à la création d'un label qui s'appelle Bio Sud-Ouest France, parce qu'on a identifié il y a plusieurs années
que les consommateurs veulent consommer du bio, mais en fait, ce bio, il vient d'où? Parce que comme on ne peut pas répondre à la demande, il y a forcément du bio qui vient en dehors de nos régions françaises. Donc l'objectif de ce label, c'était clairement de dire c'est du bio, mais c'est du bio local. Donc voilà, donc cette avoine et plein d'autres cultures dans notre département donc, sont commercialisées maintenant sous la marque Bio Sud-Ouest France. Des partenariats avec des associations locales. Donc la suite logique, ça a été de passer refuge LPO. Puis de ce refuge Ligue de protection des oiseaux, en fait, on est passé observatoire agricole de la biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait, vous comptez les abeilles solitaires de façon à faire partie d'un réseau de comptage de biomarqueurs pour connaître la santé en fait, du milieu sur lequel vous opérez. Et enfin, on s'est dit, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la compensation carbone. Donc là, on a participé en fait à la création d'une compensation carbone locale qui s'appelle Carbone Local. Et en fait, Carbone Local, c'est la création en fait de compensation carbone par la plantation de haies en agroforesterie, parce que ces haies permettent en fait la fertilisation des terres et elles permettent aussi de lutter contre l'érosion. Vous voyez que nos terres agricoles, on nous appelle un peu la petite Toscane française, on en est fiers, on n'a pas les cyprès, mais on en a les vallons. Et donc, en fait, ça permet de faciliter le passage en agriculture biologique. Enfin, pour fermer la boucle, cette avoine Réalba, le déchet, donc le déchet est devenu une matière première, puisqu'il est injecté maintenant en co-combustion avec 2 autres plantes qu'on utilise pour fabriquer des médicaments dans une chaudière biomasse pour alimenter en eau chaude sanitaire la plus grosse usine du groupe, Chaudière Française, le dernier fabricant français de chaudière qui est dans le Puy-de-Dôme, et Plaquettes Forestières, bien sûr, Tarnaise, ce qui permet en fait de soutenir aussi un nouveau pan de l'économie dans notre département, qui est la filière forestière, puisqu'on a beaucoup de forêts sur notre département. Donc voilà comment je pouvais illustrer rapidement. Et la dernière action en date, qui est la plus récente, ça a été le soutien à l'Observatoire océanologique de Bagnoul-sur-Mer, en fait, pour la création d'un bâtiment qui héberge en fait le nouvel aquarium de l'Observatoire océanologique. C'est un laboratoire aussi qui est destiné au grand public et aux scolaires pour finalement travailler sur la biodiversité et la protection de la mer Méditerranée et qui va être également un incubateur d'entreprise. Merci beaucoup. Donc voilà comment je pouvais illustrer cet indice et les différents exemples qui peuvent l'alimenter. Merci beaucoup, Séverine. On va peut-être enchaîner. Je crois qu'on peut applaudir. Entre le modèle d'entreprise et tout ce que vous faites derrière, c'est quand même assez remarquable. Je vais passer la parole à Brigitte Fargevieille, donc, qui est aujourd'hui chef de mission à la délégation au développement durable du groupe EDF, donc plus exactement, je crois, au pôle sociétal. Mes informations sont bonnes. Vous avez été membre du Conseil économique, social et environnemental pendant 2 ans. Et donc aujourd'hui, vous allez nous parler un petit peu de ce que fait EDF en matière d'ancrage territorial sous 2 angles différents. Donc le premier, je vous laisse la parole, c'est comment un groupe comme EDF, qui représente une force de frappe et à la fois économique et environnementale forte, s'investit sur les territoires pendant l'exploitation de ces ouvrages. Oui, je vais essayer d'illustrer mon propos avec 2 exemples pour montrer que j'ai participé. Oui, ça marche. Oui. J'ai participé à ce groupe de travail au RE. J'ai participé aussi aux travaux des ODD et comment un groupe avec une longue histoire d'ancrage territorial profite de toutes ces recherches en fait sur le sujet. Et donc, vous connaissez tous EDF qui marque quand même les territoires par ses installations et qui s'interroge aussi sur son ancrage territorial quand elle construit, quand elle exploite et quand elle déconstruit. Donc aujourd'hui, une des opérations que je vais évoquer, c'est un programme qui a été mis en œuvre depuis 2012, qui s'appelle le programme Une rivière, un territoire,
avec vraiment une démarche de co-construction avec les acteurs socio-économiques, les experts, tout milieu élus, associatifs et des territoires, qui a eu vocation à travailler sur 2 champs. Donc c'est vraiment appliqué plutôt aujourd'hui à l'hydraulique, donc dans les vallées hydrauliques. Et EDF participe à la fois au développement de projets innovants et créateurs d'emplois d'une part, et puis développe également l'appel à compétences des industriels et des artisans locaux. Alors juste je vais essayer d'expliquer comment on participe à ce développement de projets innovants. Tout d'abord, il y a eu des choix qui ont été faits. On ne peut pas participer à tous les projets, parce qu'il y en a beaucoup, et heureusement dans tous les territoires. Et le choix qui a été fait a été de soutenir des projets en lien avec l'énergie, naturellement, l'eau et l'environnement. Avec deux outils spécifiques. Un outil financier d'accompagnement, donc un fonds, qui aide soit sous forme de prise de participation, soit sous forme de prêt, des petites entreprises qui sont sur ces territoires. Deuxième axe, qui est aussi important, voire plus, c'est l'accès à un réseau d'expertise. EDF a un certain nombre de contraintes pour faire travailler des PME locales, et donc essayer de les accompagner pour qu'elles progressent, pour être certifiées ISO quelque chose, voilà. Et donc pour ce faire, on organise par exemple des ateliers de l'innovation qui favorisent le dialogue entre ces acteurs des territoires et puis peut-être des spécialistes, des chercheurs du groupe EDF. Voilà, donc là, on est dans le participer au développement de projets innovants. Et puis, on participe aussi au développement en faisant appel aux compétences. J'ai évoqué que ce programme est plutôt appliqué dans les vallées hydrauliques. Dans les vallées, on a besoin aussi d'entreprises qui viennent nous aider à faire les travaux de maintenance, à exploiter nos usines. Et donc, il y a là aussi un travail d'accompagnement des entreprises, essayer de les qualifier pour qu'elles puissent répondre à des appels d'offres, puisqu'on est souvent sur des gros montants et on est soumis aux appels d'offres au moins français et la plupart du temps européens. Et donc cet accompagnement en montée de compétences, c'est une des exigences qu'on s'est fixées pour associer des PME locales. Et puis essayer aussi de les aider à aller à l'exportation. Donc c'est aussi un engagement du groupe à faire ceci. Et donc tout ce travail, c'est à la fois pour favoriser les initiatives, détecter les porteurs de projets, parce que parfois des petites PME qui ne savent pas qu'elles peuvent candidater sur nos marchés. Donc ça, c'est première aide. C'est aussi l'objectif de fédérer toutes les énergies qui sont sur les territoires et dans les vallées, entre autres. Et puis veiller aussi à la cohérence avec l'ensemble des acteurs économiques, que les investissements correspondent bien aux besoins des territoires. Voilà. Donc ça, tout ça se fait pas tout seul, parce qu'il y a tous les acteurs, mais ça se fait aussi, on a mis en place des comités d'orientation territoriaux, associant à la fois les acteurs économiques, toutes les personnalités qualifiées dans le domaine, des acteurs institutionnels qui ont aussi des effets de levier sur un certain nombre de politiques, et puis des représentants EDF. Et des bilans sont faits tous les ans pour mettre en valeur les emplois qui ont été créés ou au moins maintenus grâce à ces expériences. Et les facteurs clés de succès, il y en a au moins 2. C'est d'une part la prise en compte des besoins du territoire, et on est un des acteurs du territoire, donc cette démarche collaborative pour mieux appréhender ces besoins est importante. Et puis de mélanger tous les acteurs socio-économiques et les experts. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'objectif de ce programme Une rivière, un territoire, à contribuer à la performance de l'entreprise, pas seulement de l'entreprise EDF, mais aussi aux entreprises du territoire, en créant ou en maintenant des emplois et en offrant des marchés
à des PME locales. Donc voilà, cette expérience aujourd'hui s'inscrit et on fait un reporting annuel dans notre document de référence qui est le document obligatoire pour tous les grands groupes. Deuxième exemple, c'est quand on ferme un site. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais le groupe s'est engagé à fermer tous ses sites charbon. Et donc il y a même 4 centrales au charbon qui ferment. Et je vais vous présenter comment on a travaillé autour de la fermeture de Aramon dans le Gard. J'ai choisi à proximité cet exemple. En fait, on a travaillé... déjà, l'annonce d'une fermeture est toujours dramatique pour le territoire. Hein, et donc, comment accompagner cette fermeture ? On a travaillé sur un diagnostic territorial partagé avec l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, les associations, tous les acteurs. Au sein de... Alors, ça couvre Aramon, et cette installation couvre 3 régions et 2 couloirs, le couloir du Rhône et de la Durance. Donc, ça a un impact assez important. Donc, en 2016, il y a un diagnostic territorial qui a été proposé à l'ensemble des acteurs, évidemment là aussi avec une gouvernance partagée et des comités de pilotage. Et ce diagnostic a révélé qu'il y avait un potentiel autour de ce qu'on appelle les clean tech. Donc ça a permis, autour de ce sujet, de travailler sur un programme qui s'appelle Énergie du Gard, qui permet de réunir à la fois les acteurs locaux, les orientations stratégiques des institutionnels et des autres entreprises, et comme ça, de construire un programme d'action autour de 6 secteurs d'activité, autour des éco-industries en fait. Les transports propres, donc un gros travail est fait sur ce sujet, les bâtiments qu'on appelle smart grid, l'économie circulaire aussi, donc les boucles dont on parlait, la chimie verte, à proximité il y a aussi Sanofi qui est présent, le cycle de l'eau, il y a un certain nombre de rivières pas très loin, et les questions d'énergie décarbonée et de déconstruction. Et donc ces 6 sujets ont emporté l'unanimité des acteurs du territoire qui ont dit mais pourquoi on ne ferait pas une zone industrielle dédiée au clean tech ? Eh bien c'est fait. Pourquoi on ne ferait pas un campus dédié au clean tech ? Et donc entre l'école des mines d'Alès et le lycée professionnel d'Uzès, ils se sont associés et il y a maintenant un cursus et il va y avoir un campus avec l'appui du rectorat qui va être installé et dont les premières formations ont commencé. Voilà, donc juste pour vous montrer qu'à partir d'un exemple qui pourrait être dramatique pour le territoire, le fait de travailler ensemble sur une co-construction d'un programme de développement économique, de ce territoire en transition, on a réussi, alors il faut encore gagner les paris, ils ne sont pas tous gagnés, mais à faire un accélérateur de compétitivité et de croissance pour les entreprises. Et prochainement, on va signer un contrat de transition écologique pour encore accélérer le processus, réunir les fonds dans un même lieu, un même bocal, si je puis dire, et comme ça, avancer sur cette Clean Tech Valley dans le Gard suite à la fermeture de la centrale d'Aramon. Voilà, donc brièvement rappeler. Merci beaucoup, Brigitte. Oui, je pensais que vous n'alliez pas évoquer les contrats de transition énergétique, parce qu'on a eu à un moment un espoir de pouvoir en parler, mais le concept n'est pas complètement finalisé. Non, Martin, tu feras remonter. On avance sur ce sujet, on a bon espoir d'en signer un des. Non, parce que c'est quelque chose effectivement qui doit être voilà. Un concept qui doit être développé par le ministère depuis quelques mois et qui n'est pas encore officiellement lancé, donc on n'a pas pu le faire aujourd'hui. On va rester dans la grande maison EDF avec Marie-Isabelle Fernandez, qui est très connue dans cette région pour y avoir travaillé sur le développement durable dans le groupe EDF depuis longtemps, qui accessoirement s'est pas mal occupé du fameux contrat Une rivière, un territoire, donc sur Durance Méditerranée, donc qui est toujours dans le groupe ENR d'EDF et qui, comme elle n'avait pas assez de choses à faire, est devenue élue à la Chambre de commerce et d'industrie donc des Alpes-de-Haute-Provence.
dans lequel elle n'a même pas pris de fonction honorifique. Elle est présidente de rien du tout. Elle est membre de la commission RSE, de la commission formation. Et elle est là plutôt avec cette casquette, donc pour nous indiquer un petit peu ce que peut faire une petite, c'est pas méchant, mais une petite chambre de commerce d'un département rural, relativement rural, on va dire, en matière de RSE, ce qui est quand même pas très courant. D'ailleurs, elle a découvert qu'il y avait une plateforme RSE en PACA qui est animée par le groupe par l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie. Il y a des petits problèmes de communication au niveau du réseau consulaire. Donc je lui cède la parole, Marie-Isabelle. Merci Grégoire. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, je suis là avec ma casquette CCI, puisque c'était pas la peine qu'on soit deux d'EDF, à présenter ce qu'on faisait sur les territoires. Et que forcément, une organisation qui est inscrite dans les territoires, c'est bien les chambres de commerce et d'industrie. Et donc depuis un an et demi qu'on est élu à la CCI, qu'une nouvelle équipe est élue à la CCI des Alpes de Haute-Provence, équipe d'élus très dynamique et qui a envie de faire plein de choses. On travaille donc sur plusieurs thèmes et notamment la RSE. Les Alpes de Haute-Provence, c'est de toute façon un département très inscrit déjà dans toutes ces thématiques, environnementales d'abord, mais également sociales. Donc, qu'est-ce qu'on fait côté CCI ? On a parlé ce matin, il y a le parcours performant et responsable qui a démarré il y a quelques années donc en PACA à l'initiative de la région et de l'État, donc pour accompagner les entreprises dans une démarche RSE. Ça se développe, on va dire, gentiment, petit à petit. Ce matin, on disait, la directrice de l'Adréal, je crois que c'était 300 entreprises, ça, depuis 2015. Alors j'ai fait quand même un petit compte, il y a 450 000 entreprises en PACA. 70% d'entre elles n'ont pas de salariés, donc c'est le patron. Mais dans les 30% qui restent, à peu près 130 000, on a encore de la marge de manœuvre, même dans les Alpes de Haute-Provence, pour accompagner les entreprises dans leur démarche RSE. Donc nous, on a eu, la CCI, parce que très modestement, moi je suis le programme et contribue, mais je rends hommage là aux salariés de la CCI et à son responsable qui est dans la salle du parcours Réséo qu'on a appelé. Donc on a essayé de faire de ce parcours performant et responsable une démarche à la fois individuelle et collective pour les entreprises, de façon à ce qu'elles aient plus d'accompagnement, mais qu'elles le fassent également en collectif pour partager les mêmes thématiques, des thématiques semblables avec d'autres entreprises. Donc c'est un peu une histoire de co-développement. Et donc ces entreprises sont à la fois accompagnées individuellement et collectivement, ce qui leur permet en fait d'avoir un programme qui les suit pendant à peu près une année pour finalement un coût financier très abordable. Alors après, mais comme dans toute démarche, il faut évidemment s'y engager. Le patron et ses salariés s'engagent dans cette démarche. Mais je crois que la démonstration n'est plus à faire que la RSE, c'est un gage de performance et donc du gain en compétitivité. Et donc l'idée avec ce parcours, c'est d'entraîner de plus en plus d'entreprises dans les Alpes de Haute-Provence et avec ce vivier qu'on est en train de créer, de co-construire un label qui sera un label RSE et territoire. Moi, j'ai fait un petit benchmark en début d'année, alors pas uniquement pour la CCI, pour EDF également. En fait, il n'y a pas de label, il y a des labels RSE, il y en a plein. Il y a des référentiels. Alors les ODD, c'est le dernier en date, mais avant les ODD, ça s'appelait les objectifs du millénaire. Et tous les je ne sais pas combien d'années, on change de terme et on change éventuellement de référentiel. Les ODD, c'est un peu simplifié quand même. Et donc voilà, il y a pléthore de choses qui existent. Le label qui allie à la fois une stratégie RSE et le territoire, j'en ai pas vu, peut-être qu'il en existe, mais j'en ai pas vu. Et comme ça tombait en même temps que la sortie du guide méthodologique d'Oré, et Oré affirme que ça peut marcher pour les petites entreprises, pour les très petites. Donc c'est aussi un peu un défi qu'on se lance, de voir comment on fait pour créer ce label et prendre comme indicateur, comme référentiel éventuellement, donc ce guide. Donc c'est une des possibilités.
Et donc, après, il y a les aspects, on va dire. Alors, pourquoi un label? C'était, bon, pour l'entreprise, ça lui donne de la visibilité, c'est un outil commercial et de communication, en plus de l'aspect performance, plus grande performance. Ça, ce n'est plus à prouver. C'est quelque part aussi montrer, faire voir les entreprises, donc acheter local, circuit court. Donc ça commence à prendre de plus en plus, on va dire, dans le public. C'est aussi un outil pour pouvoir répondre aux grands donneurs d'ordre qui de plus en plus demandent à leurs fournisseurs d'avoir une démarche RSE. Donc un label qui serait reconnu pourrait donc être ce gage sans avoir à faire plein de dossiers, voilà. Et puis, pour le territoire, ça veut l'être, en tout cas nous, sur les Alpes de Haute-Provence, c'est ce qu'on voudrait, que ce soit un outil d'attractivité du territoire, donc que des entreprises qui voient que dans un territoire, il existe ça, que ça soit aussi quelque chose qui les fasse venir dans ce territoire. Alors, on n'a pas du tout la prétention d'être les seuls à faire ça, et au contraire, si plein d'autres CCI se mettent à faire comme nous, ben on est prêt à travailler ensemble et surtout à être peut-être, nous, le laboratoire, le pilote qui va faire ça, et puis après, évidemment, les CCI. Les Alpes de Haute-Provence, c'est intéressant, c'est comme dit Grégoire, c'est un petit territoire, c'est rural, etc. Donc si ça marche dans les Alpes de Haute-Provence, ça marchera ailleurs, c'est sûr. C'est pas obligé, ça. Parce que moi qui ai beaucoup fait dans le développement économique, c'est plus facile quand on arrive à choper, comme on dit à Marseille, un ou deux chefs d'entreprise dans un petit territoire, comme ils se connaissent tous. Vous remplissez une action collective en une semaine et que vous mettez 6 mois à remplir dans les Bouches-du-Rhône. Oui, sur l'action collective, non, peut-être. Mais bon. Sur les aspects, et alors sur ce point, peut-être un point que vous n'avez pas évoqué, c'est que dans le parcours performant et responsable, un des outils qui est proposé aux entreprises, c'est le fameux chéquier conseil, donc, qui peut être demandé par chacune des entreprises sur une thématique donnée. Donc c'est 3 jours de conseil qui lui sont offerts par la région, qui a lancé cet appel d'offres. Et vous avez trouvé, je crois, une manière assez intéressante de finalement recollectiviser un peu tout ça. Donc je vous laisse expliquer en quelques mots. Oui, ça. En fait, donc effectivement, dans le parcours, chaque entreprise a un chéquier conseil de 3 jours de conseil. Et en fait, des groupes de 6 entreprises, c'est un bon nombre, et elles mettent en commun donc, une journée. Ce qui fait qu'elles ont 2 jours individuels au lieu de 3. Mais en revanche, elles ont 6 jours en collectif, puisque chaque entreprise, finalement, met 6 jours en commun pour le collectif. Et donc ça, ça fait plus 3 jours, finalement, ça fait donc 6 plus 2. Mais 6 plus 2 avec 6 en collectif, ça fait pas 8, ça fait 12, ça fait 18, parce qu'évidemment, dans le collectif, c'est beaucoup plus riche et qu'on arrive à amener dans le collectif des problématiques que les autres vont voir après, ont vu avant. Enfin, bon, vous savez, c'est tout le principe du travail en collaboratif et en co-développement qui fait que finalement, on avance beaucoup plus vite quand on est dans un groupe et sur des thématiques qui peuvent être semblables ou différentes, mais sur lesquelles tout le monde peut avoir des avis. Merci beaucoup Marie-Isabelle. Donc Gaëlle Rebec, vous êtes directrice régionale de l'ADEME. On va changer de sujet, mais pas vraiment, puisqu'en fait on va parler d'écologie industrielle et territoriale. Alors je rappelle en préambule que l'écologie industrielle et territoriale, c'est un des 7 piliers de l'économie circulaire, qu'on a déjà évoqué ce matin. Et c'est, je pense, à peu près le seul qui est, dans sa définition déjà, et dans sa mise en application, une portée territoriale. Donc on est complètement dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. D'ailleurs, le IT fait partie des briques, comme on dit, des démarches de responsabilité sociétale et environnementale. Donc la première question que je voudrais vous poser, Gaëlle, c'est comment l'ADEME envisage le changement d'échelle, parce qu'il y a des démarches de IT, même en PACA, on a été quand même foutu d'en mettre en route, pas forcément aussitôt que dans d'autres régions qui étaient plus dynamiques, mais on a quand même pas mal rattrapé notre retard. Mais comment envisagez-vous le changement d'échelle et les conditions d'une massification de l'EIT au niveau peut-être national au départ ? Merci Grégoire. Je constate toujours avec grande attention que quand tu te présentes, tu es le plus grand fan et que tu nous cites systématiquement. Et donc pour te reprendre, puisque tu citais l'ancien temps, moi je vais représenter effectivement ces conditions de ce nouveau temps. Donc
sur ce pilier de l'économie circulaire, je rappelle effectivement que l'EIT, cette écologie industrielle territoriale, elle vise à optimiser les ressources sur un territoire. Ces ressources, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est la matière, c'est les déchets, tels qu'on a pu le citer. Mais ce n'est pas que ça. C'est aussi des équipements, c'est aussi une vision, c'est aussi une expérience. Et c'est là où se rejoint la vision entreprise avec la vision du territoire. Elles se rejoignent dans une approche qui est totalement transversale, systémique. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'on a appelé cette écologie industrielle territoriale, c'est cette vision à la fois territoire et industrielle qui se rejoignent. Et donc c'est cette genèse-là, et c'est basé sur des systèmes que l'on retrouve de toute façon dans la nature. Et donc, deux objectifs principaux, arriver à substituer ou arriver à mutualiser. Ça me paraît être un préalable essentiel à vous rappeler pour poser un petit peu le décor. Il y a à peu près 10 ans de ça, l'ADEME a travaillé sur les premières initiatives pionnières du sujet, mais on s'est rendu compte que les premières initiatives n'étaient pas forcément adaptées au monde de l'entreprise, ou qu'elles induisaient une lourdeur. Donc on a passé ce premier stade, et ensuite on est arrivé dans les années effectivement 2010 à 2015 sur un plus grand nombre d'expérimentations qui ont montré la nécessité d'identifier ces fameuses synergies entre entreprises et de construire des méthodologies et des outils adaptés aux entreprises. Et on arrive assez rapidement, entre 2015 et 2016, sur 2015, 2016, 2017, sur un apprentissage de cette expérimentation avec des outils, donc le soutien à des synergies interentreprises, essentiellement effectivement 4 régions, Normandie, Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et puis Aura. Le déploiement d'un outil qui est celui d'Actif, un référentiel qui était celui d'Ellipse, et des appels à projets qui ont pour objectif de monter un petit peu la thématique en visibilité et avoir des retours d'expérience probants. Et cet effet d'initiative, il a été relativement incitatif. On avait à peu près jusqu'en 2016 70 initiatives, 60 initiatives sur le territoire, et rien que pour l'année 2017, on a 30 nouvelles initiatives d'écologie industrielle territoriale qui sortent. Et donc on sent qu'on est effectivement à un moment un petit peu transversal, un petit peu charnière, qui permet de passer à la massification. On a identifié aussi quelles étaient les conditions de cette massification. Et elles sont très claires. Le premier, c'est vraiment cette mutualisation de méthodes. C'est-à-dire d'avoir un référentiel de méthodologie, un savoir-faire en matière d'écologie industrielle territoriale, pour éviter que les nouveaux projets ne réinventent l'eau chaude. La deuxième, c'est la mobilisation des entreprises. C'est l'animation qui est liée à ce sujet-là. Une entreprise dans une zone d'activité qui s'implante n'est pas forcément au courant de ce qui s'y passe obligatoirement. Elle ne va pas aller rencontrer immédiatement l'élu en charge des entreprises sur le territoire. Elle ne va pas tout de suite s'intéresser à son écosystème. Donc il y a une nécessité à faire monter tout de suite cette thématique-là. Il ne faut pas perdre de vue non plus que ce sont des initiatives qui doivent s'auto-porter. Donc modèle économique obligatoire. Ça, c'est important. C'est-à-dire que la subvention publique est là pour amorcer, initier un projet, mais si l'on veut faire vivre ces synergies et ces mutualisations, il faut leur trouver un business plan. Et enfin, c'est de massifier la donnée, c'est-à-dire vraiment la donnée de synergie, la donnée en termes d'énergie, de flux, de ce que ça représente, pour avoir des exemples très concrets à pouvoir montrer, à pouvoir donner aux entreprises pour leur dire « allez-y, ça a une valeur économique, ça a un sens de le faire ». Et donc on est arrivé à un effet de masse avec à peu près ces 100 initiatives qui sont en train de courir donc jusqu'à 2017 et donc qui sont pour certaines lancées sur les prochaines années pour quelque part amener les conditions de la réalisation. Jusqu'à présent, on était plus dans une posture d'expérimentation et de pouvoir regarder ce qui fonctionnait ou pas. Et maintenant, on est dans une position de dire on sait ce qui peut fonctionner, il faut que des projets opérationnels arrivent sur le territoire. Concernant le positionnement de l'ADEME sur ce sujet, donc, quelles sont les perspectives d'évolution de positionnement au-delà de ces outils
Je crois qu'il y a une réflexion sur l'animation, notamment des différentes personnes qui animent ces démarches qui est prévue. Tu peux nous en dire peut-être Oui, juste un mot, effectivement, il y a un réseau national des acteurs de l'EIT qui est prévu et qui a été créé. Le positionnement principal de l'ADEME, c'est d'être animateur de ce réseau et pas de se substituer aux acteurs qui peuvent porter effectivement les initiatives d'EIT et notamment la connaissance. Par contre, on sait que l'animation est une donnée fondamentale pour que ces initiatives d'écologie industrielle territoriale prennent forme. Quel est l'objectif? C'est vraiment favoriser le partage, c'est encore une fois être dans la massification de données, et c'est surtout être dans l'accélération de ce déploiement dont on a parlé à l'instant. C'est vraiment aussi de pouvoir démontrer que l'animation, au-delà du national, peut se décliner régionalement. C'est d'ores et déjà d'ailleurs ce que nous faisons. Et c'est aussi pour montrer, c'est l'étape d'après, et ça a été cité, hein, c'est le but de la table ronde, l'ancrage territorial. On est sur des opérations de territoire qui doivent vivre avec un territoire. Et on a des opérations, des territoires en transition énergétique, des territoires zéro déchet, zéro gaspillage, qui ont enclenché un certain nombre d'initiatives, que ce soit sur la transition purement énergie ou sur l'économie circulaire. Et il est fondamental maintenant d'arriver à raccrocher ces projets d'entreprise parce qu'ils ont une valeur et qu'ils ont une valeur pour le territoire, pour la collectivité. Voilà. Au niveau régional, est-ce qu'on peut faire un bilan provisoire, bien évidemment, de l'ensemble des actions d'EIT qui ont pu être impulsées? Oui, alors très rapidement, à l'heure actuelle, on a lancé des appels à projets, donc depuis 2015. On a toujours eu un engouement. Alors le premier engouement, il s'est fait sur les zones d'activité. C'était la volonté de mutualiser, surtout, de la matière entre entreprises. Donc on a à peu près en cours sur le territoire une vingtaine d'opérations qui sont vivantes de projets d'écologie industrielle territoriale. C'est l'animation donc d'un réseau régional avec les partenaires comme la région, l'État ou d'autres organismes comme l'ARPA. Ce sont donc chaque année la réflexion qu'on se met autour de la table avec la région sur ce cadre d'intervention sur l'écologie industrielle territoriale. Si on prend ce constat que maintenant on n'est plus dans la réflexion mais on est bien dans l'opérationnel, comment est-ce qu'on favorise le fait que les projets se traduisent par de l'investissement? Et si investissement il y a, est-ce qu'il y a nécessité à une ingénierie financière derrière? Donc c'est ces réflexions qui sont en cours. Pour vous dire à quel point pour nous c'est important, ce sujet-là est important, c'est un de nos indicateurs de notre contrat d'objectifs et de performance à l'ADEME. Le nombre d'opérations d'EIT réalisées sur un territoire. Et on est jugé par rapport à ça. Et les retours d'expérience qu'on a à l'heure actuelle, on a des opérations en zone d'activité qui fonctionnent, et on a surtout une grosse opération d'EIT, Nicolas en parlera après moi, qui se trouve sur Picto. Voilà. Ce qu'on constate, c'est que ce travail d'animation sur le terrain, il est juste indispensable. Sans cette animation, il n'y a pas de dynamique. Donc ça, c'est important, et elle est multipartenariale. Cette animation, elle se doit d'être rapide, souple, pour répondre au temps entreprise. Si elle ne l'est pas, on passe à côté et on ne répond pas à la question des entreprises. Et encore une fois, il nous faut de la donnée, il faut pouvoir alimenter ces référentiels, il faut pouvoir alimenter ces méthodes et faire évoluer en permanence les critères en fait, d'EIT, tout simplement, les indicateurs d'évaluation. Voilà. Merci. On devait avoir Jean-Philippe Gendarme, donc Nicolas va brillamment le représenter, pour nous expliquer donc, ce qui se passe sur cette fameuse plateforme industrielle qui s'appelle Picto, qui est une démarche qui a été lancée, mais tu vas nous expliquer d'où vient Picto et ce que c'est. En 2014. Dès 2014, et qui a été d'ailleurs une démarche, comme diraient certaines personnes importantes de notre République, bottom-up. Oui, non, elle n'est pas complètement bottom-up. Elle est à la fois, elle est mixte finalement, elle est bottom-up et elle est, donc, elle est top-down. Je rappelle que donc, Nicolas Matt, c'est le secrétaire général de l'association Picto. Donc est-ce que tu peux déjà nous dire ce que c'est Picto? Parce que tout le monde ne le sait pas. Voilà, alors Picto, merci pour l'invitation.
J'excuse Jean-Philippe Gendarme, effectivement, qui n'a pas pu être parmi vous aujourd'hui. Picto, c'est à la fois une plateforme industrielle de 1200 hectares qui est située dans la zone de Fos, qui applique justement une démarche d'écologie industrielle. Et en même temps, c'est une association qui regroupe aujourd'hui 38 membres, des industriels, des collectivités, l'ADEME, des grands groupes énergéticiens, dont EDF, et qui pour certains sont parrains de l'association, et qui s'appuie du coup sur une démarche d'écologie industrielle pour consolider des emplois industriels existants et booster l'innovation et l'attractivité de ce territoire. En très court, voilà ce qu'est Picto. Et cette démarche correspondait à... a été initiée pour quelle raison? Alors, c'est historique. Elle a été initiée notamment du fait qu'il y a eu la perte d'un prospect qui s'intéressait à une implantation sur ce territoire et qui, au dernier moment, a été confronté à un acteur avec qui il aurait dû être en interaction très forte, qui était Kemwan, qui est tombé en redressement judiciaire. À partir de ce moment-là, les acteurs, et vous l'avez dit avant, moi finalement je profite de vos présentations précédentes, mais les acteurs se sont dit il faut vraiment qu'on apprenne à travailler davantage ensemble et qu'on apprenne à se connaître. Et pour se connaître, on va donc faire un petit réseau à l'échelle de la plateforme avec l'appui des collectivités, d'où la notion aussi d'ancrage et de développement territorial. Et à partir de là, on va pouvoir imaginer, identifier des pistes de synergie entre nous. Mais avant de se connaître, il est inenvisageable de se connecter, voire de s'échanger des flux de matières et de ressources, voire même de faire une écologie industrielle informelle, c'est-à-dire au-delà des flux de matières et d'énergie, c'est d'avoir de la relation entre les acteurs. Picto aujourd'hui, c'est une quinzaine d'entreprises implantées sur la plateforme, c'est 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidés par an environ, donc vous avez des grands groupes et des toutes petites entreprises. Donc pour faire collaborer tout ça, c'est effectivement un travail d'animation qui est un petit peu particulier. Est-ce que tu peux nous dire rapidement les différentes actions qui ont pu être menées depuis que l'association est en marche? Alors plutôt sur l'EIT, parce que l'association Picto fait beaucoup de choses, oui, effectivement. Pas que l'EIT, effectivement. Mais on va peut-être cibler sur ce sujet. Et tu as pu le voir lors de l'Assemblée Générale de vendredi, où on a fait un état des lieux de où est-ce qu'on en était, et effectivement, on intervient sur beaucoup de sujets. Et parmi les sujets, sur l'EIT, on a d'ores et déjà des pistes de synergie qui sont mises en œuvre entre les acteurs de la plateforme. Donc ce sont des échanges d'acide chlorhydrique, ce sont des échanges d'eau déminéralisée, de métaux, etc. Et on a actuellement une douzaine de pistes complémentaires en cours d'étude, qui pour certaines sont peut-être, au point de vue des financeurs, très longues, mais parce qu'elles nécessitent aussi une phase d'expérimentation pour pouvoir être bien transformées et surtout homologuées. Parce que ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'effectivement, sur des plateformes de cette nature-là, on a des enjeux en termes de flux en présence. Les ordres de grandeur, c'est le monde industriel portuaire. On n'a pas d'image qui s'affiche ici, mais c'est vous rendre compte que sur cette zone-là, on produit, on consomme, on transforme à peu près toutes les formes d'énergie en très très grande quantité. Et idem pour la matière. Donc dès lors qu'on met en place une synergie, je prendrai l'exemple sur les valorisations de bouts de décarbonatation ou des bouts de purification de la saumure. D'ailleurs, c'est financé et appuyé par l'ADEME et la région. On parle tout de suite de synergie sur des milliers de tonnes chaque année de matière. Donc, finalement, quand on fait une petite action d'écologie industrielle sur des zones de cette nature-là, on a au final un impact environnemental évité qui est quand même assez significatif. Idem sur l'énergie. On a un projet de réseau vapeur, mais ce n'est pas le seul projet qui porte sur l'énergie à l'échelle de cette plateforme. On a des ordres de grandeur qui sont tout à fait significatifs, puisqu'on a des sites qui sont directement alimentés en 225 000 volts. Vous avez un site industriel, par exemple, qui a une consommation électrique qui est équivalente à celle annuelle d'une ville comme Montpellier. Voilà. Donc vous vous rendez compte à ce moment-là de l'importance d'être en interaction entre ces acteurs, parce que finalement, à travers la démarche d'écologie industrielle, la plupart se rendent compte qu'ils ont des choses à faire avec leurs voisins, sauf qu'avant, ils ne connaissaient même pas leur activité. Donc là, on est sur des synergies, alors soit des opportunités économiques, et là je rejoins ce qu'a dit Gaël avant, c'est que mettre en place des synergies qui sont uniquement portées par des subventions, ça n'a pas vocation à durer. Et ça n'alimente pas une transition d'une société vers un low carbone ou une économie de ressources. Il faut impérativement trouver un modèle économique qui tienne la route. Sinon, les acteurs industriels eux-mêmes, qui sont membres de l'association, j'ai en face de moi des directeurs de sites industriels, ils vont me dire, moi, s'il n'y a pas d'intérêt par rapport à un existant, j'y vais pas.
Et en même temps, s'il n'y a pas quelque chose qui s'égalise dans le temps avec un vrai modèle économique, je n'irai pas non plus. Voilà. Et en dehors de cet aspect B2B, si j'ose dire, entre entreprises, est-ce que cette démarche de IT, elle a un lien avec la dynamique territoriale, les acteurs du territoire? Comment ça? Parce que je sais qu'il y en a un certain nombre qui font partie ou qui sont membres associés de l'association. Tout à fait. Donc qu'est-ce qu'ils y retrouvent et comment ça se swift là, entre les deux? Alors effectivement, Picto, c'est pas qu'une association business to business, c'est aussi une association au service du développement du territoire. Preuve en est l'implication de la métropole, de la région, etc. dans notre structure, les services de l'État. Par exemple, sur la mobilité décarbonée. On a des choses qu'on peut initier à travers notre écosystème au niveau de Picto. À travers les smart grids, on peut aller sur des notions qui vont dépasser largement le seul périmètre 1200 hectares de la plateforme du Caban-Tonkin. On l'a vu et on va le voir à partir de la semaine prochaine avec le lancement d'un AMI qu'on a incubé dans le cadre de Picto, qui est un AMI Provence Industrie Nove, et qui est une collaboration entre les 3 plateformes de Picto à Fos, Berre et la MED. Toutes ces grandes plateformes-là, vous parliez tout à l'heure de sites en reconversion ou en mutation, sont confrontées aujourd'hui à une logique de décarbonisation, en même temps de mutation de leur équipement, hein, concrètement, et d'une notion d'ancrage territorial qu'elles avaient historiquement, mais qu'elles doivent constamment renouveler et renouveler. Et en ce sens, sur un sujet comme la mobilité décarbonée, un territoire comme ce territoire qui se poserait des questions sur des formes de mobilité, hydrogène, gaz, biogaz, électricité, peut notamment s'appuyer sur notre écosystème au niveau de Picto, parce que nous, ces 3 vecteurs-là, on en produit en très grande quantité, voire on peut être en situation de proposer des choses avec nos amis logisticiens qui sont à proximité immédiate. Chaque année, autour de Picto, c'est 2 millions de poids lourds qui passent sur la zone industrielle portuaire de Marseille. Voilà. C'est significatif. Et il ne faut plus faire forcément de l'expérimentation sur certains sujets comme le bio-GNV. Il faut aller sur le déploiement, concrètement. Parce que les technologies sont éprouvées. Il faut aussi... l'innovation chez nous, elle est intéressante, mais elle ne doit pas être vue comme un one-shot. Nous, c'est forcément des pilotes ou des démonstrateurs qu'on accueille sur notre site qui sont des préfigurations à des filières de développement économique concrètes pour le territoire. Parce que ça doit parler aussi au territoire. On a parlé de transport décarboné, on a parlé de camions qui passaient, on n'a pas parlé de bateaux. Mais effectivement, la spécificité quand même de Picto, c'est qu'on est dans une zone industrialo-portuaire. Accessoirement, d'ailleurs, vous êtes pentamodo, je crois qu'on peut dire que ça se dit comme ça, parce qu'il y a même des pipes qui viennent se rajouter à tout le reste. Donc on a la mer, le fleuve, la route, effectivement, on a les voilà, vecteurs, tout. Est-ce que ça constitue une spécificité enfin, d'abord, j'imagine bien que ça constitue une spécificité pour certaines industries, notamment lourdes ou importatrices de matériaux ou autres. Mais par ailleurs, est-ce qu'il y a des exemples dans d'autres zones industrielles ou portuaires de démarches qu'on pourrait comparer à celles de Picto? Alors effectivement, ces plateformes pentamodales, on les retrouve sur beaucoup de zones industrielles historiques, des zones industrialo-portuaires. Et notre démarche au niveau de Picto n'est pas un épiphénomène à l'échelle française. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de places portuaires en France, Le Havre, Dunkerque, Nantes-Saint-Nazaire, etc., qui sont impliquées dans des démarches d'écologie industrielle, ce qui montre aussi un appétit par rapport à ces sujets-là, parce qu'ils ont bien vu que ça pouvait être aussi un relais de croissance et puis même un relais d'innovation technique, mais aussi organisationnel. Parce que l'EIT, c'est bien d'avoir des flux qui s'alignent les uns derrière les autres dans des tableurs Excel. Après, il faut les mettre en œuvre. Et ça, si vous n'avez pas l'aspect organisationnel, gouvernance qui suit, ça peut être un vrai problème. Mais effectivement, pour te répondre sur ce point-là, aujourd'hui, on a les 7 à 8 plus grosses places portuaires en France qui sont impliquées dans des démarches d'écologie industrielle. Sans parler... alors, on peut bomber le torse en se disant on est très bon, on est très bien, mais on est juste dans le trend international où nos amis chinois, coréens, japonais et hollandais n'ont pas attendu que la France... les Chinois, ils ont imposé l'économie circulaire. Voilà. Ils ne demandent pas aux gens d'en faire, ils leur disent n'en faites pas, vous fermez. Bon, on va peut-être passer aux questions parce que le temps passe. Est-ce qu'il y a des questions? Et est-ce que la première personne qui doit poser une question, c'est toujours le plus compliqué. Est-ce que quelqu'un veut se jeter à l'eau? Jean-Charles, par exemple, toi qui as toujours la langue bien pendue et des idées intéressantes au hasard. Il a sûrement une question, monsieur Lardic. Là,
peut-être pour Picto, donner des idées de diversification d'entreprises qui penseraient pas à venir s'installer chez vous, par exemple, et qui pourraient y avoir intérêt? Alors, l'attractivité, c'est un vrai sujet au niveau de Picto. Sur ces 1200 hectares que j'évoquais tout à l'heure, il y en a à peu près 50% qui sont encore en attente de développement. Donc, ce qui fait une réserve foncière pour le développement économique à l'échelle de la métropole et de la région, qui n'est quand même pas négligeable. Les typologies d'acteurs qui peuvent venir s'implanter sur la plateforme, ce peut être déjà des typologies d'activités qu'on a déjà. Aujourd'hui, on a de l'énergie, on a des matériaux, on a de la sidérurgie, de la chimie présente sur cette plateforme. Donc déjà, on s'adresse préférentiellement à ces acteurs-là, mais on n'est pas fermé non plus à des approches sur les nouvelles formes cosméto, chimie biosourcée, etc. Pourquoi ? Parce que, je ne l'ai pas présenté là tout à l'heure, mais parmi les pilotes qu'on a aujourd'hui sur la plateforme, on a notamment des pilotes de production de microalgues, qui peut permettre de fabriquer de nouveaux produits pour la chimie biosourcée, et donc de s'adresser à des marchés qui aujourd'hui sont peu ou pas existants sur la plateforme Picto. Donc effectivement, le panel d'acteurs qui peuvent se sentir concernés par une implantation sur Picto peut être finalement très divers. Et en ce sens, on cherche à s'appuyer aussi sur des ambassadeurs, des prescripteurs que peuvent être des grands groupes membres de notre association ou des acteurs de ce territoire. Voilà. Une autre question, maintenant que la première a été posée? Oui, déjà, je voulais remercier les intervenants pour la qualité de leurs interventions. Ça permet de rappeler aussi que l'ancrage territorial, ce n'est pas un intérêt des entreprises et des associations de l'économie sociale et solidaire. Toute entreprise est intéressée à l'attractivité territoriale. Et inversement, les communes, les collectivités sont intéressées à l'attractivité des entreprises pour faire venir notamment des nouveaux actifs. Moi, la question que je voulais poser, donc, c'était dans le cadre d'une autre politique publique qui est celle de la revitalisation des centres-villes, du logement. Je voulais savoir quelle était, dans le cadre des différentes politiques RSE, la prise en compte de l'habitat et de la qualité du vivre en ville. Je ne sais pas qui se sent de répondre. Moi, sur l'habitat, je ne peux pas parler, mais nous, on soutient les pharmaciens, parce que ça fait partie du sujet des centres-villes par rapport aux difficultés qu'ils peuvent avoir sur les grosses parapharmacies qui se montent dans les gros supermarchés, etc. Donc, nous, on a toujours été, en tous les cas, acteurs du soutien de la pharmacie d'officine, que ça soit la pharmacie de quartier, comme la pharmacie en zone rurale, puisque en zone rurale, ça sera bientôt le dernier professionnel de santé auquel les gens auront accès à tout moment de la journée par rapport aux déserts médicaux. Après, sur le logement, je ne peux pas trop m'exprimer. Par rapport à la question que vous posez, moi je pense que le restreindre à la question du logement est peut-être un peu trop, enfin pour le coup est restrictif. Je pense que cette problématique des bourgs anciens, elle est globale. Elle pose la question de savoir pourquoi à un moment donné on n'a plus cette vitalité économique et pourquoi on l'a oubliée. Elle pose la question de la dégradation des biens et elle pose la question du vivre, l'aménagement du territoire, du vivre ensemble. Quand on met bout à bout ces sujets-là, ça adresse un certain nombre de schémas de planification du territoire. Est-ce qu'ils ont été pris en compte ou pas? Bref, ce sont des choses un petit peu macro. Si maintenant on va, pour répondre un peu à votre question, oui, il y a des appels à projets en cours, État au sens large, sur la revitalisation des centres anciens. Il y a des initiatives portées par la Caisse des dépôts et consignations aussi pour apporter de l'argent, pour viser notamment de la réhabilitation de certains quartiers. Mais quand il y a cette réhabilitation, il y a une réflexion qui est beaucoup plus transversale de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas associé les gens du quartier. Voilà. Donc on essaie d'avancer sur des études de ce type-là. On va peut-être profiter de la présence de notre ami de la ville de Marseille, qui a lancé d'ailleurs une démarche de revitalisation du centre-ville, qui va peut-être pouvoir donner des éléments de réponse purement locaux, mais bon, qui peuvent être intéressants. Oui, bonjour. Robert Assant, adjoint au maire de la ville de Marseille. Effectivement, le problème qui est posé pour le centre-ville est un problème qui est difficile à appréhender. Bien évidemment, ce que vous avez dit, je ne peux que le renforcer, mais je rajouterai le problème générationnel.
qu'on a aussi sur le centre-ville, avec un vieillissement de la population, donc un désintérêt par rapport à son environnement immédiat, une implication qui est moins forte qu'une génération beaucoup plus jeune comme la dame qui est à ma gauche. Et il faut montrer de l'intérêt par rapport aux personnes qui vivent dans ces bâtiments, tout en dynamisant les commerces ou en essayant de recréer une dynamique au travers de l'université ou au travers d'autres structures qui peuvent apporter une population complémentaire. La réhabilitation des bâtiments ne suffit pas s'il n'y a pas une politique d'accompagnement à côté. Et on se rend bien compte que c'est extrêmement difficile, car on a le sentiment, si c'est maladroit, qu'on amènerait à ce que des personnes ne seraient plus représentatives du quartier où elles sont nées. Et c'est très délicat, car plus les personnes vieillissent, plus il est extraordinairement compliqué de déraciner les personnes de leur environnement. Et donc, l'idée, c'est de permettre la complémentarité intergénérationnelle, où l'un apporte soutien et l'autre apporte réconfort, et dans une vie où souvent les personnes sont étudiantes isolées par rapport à leur milieu familial, et où les personnes un peu plus âgées sont elles aussi toutes seules et dépendent beaucoup d'autres en confirmation. Mais il ne faut pas se tromper ce qu'on fait en pied d'immeuble, car si on y met que des groupes d'assurance, que des bureaux, que des professions libérales, ça ne crée pas du tout de dynamique et ça ne recrée pas une sociologie sur le périmètre complémentaire de l'une par rapport à l'autre. Mais au travers la table ronde auquel on vient d'assister, où beaucoup de compétences sont associées, je me pose une question. Est-ce que le niveau de maturité sur tous les sujets que vous avez évoqués avance suffisamment? Car lorsqu'on s'adresse aux initiés, on parle le même langage, mais lorsqu'on s'adresse à une population au sens beaucoup plus large, on se demande si on n'est pas considéré comme des experts et qu'eux considèrent que leur quotidien, c'est autre chose. Comment ressentez-vous vous-même la relation, non pas par rapport aux collègues, pas par rapport aux experts, mais par rapport à l'ensemble d'une population qui se sent un peu distanciée par rapport au sujet que vous avez évoqué? Vous pouvez tous répondre en même temps. Hein. Battez pas. Martin, peut-être? Alors, de mon petit point de vue, mais effectivement, moi j'ai ce sentiment aussi en écoutant les témoignages de mes collègues autour de la table, à la fois un énorme intérêt pour toutes ces recherches territoriales, ces initiatives, cet engagement. J'ai trouvé ça formidable, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et en même temps, moi ce que je me disais, c'est mais comment on évite d'être... Et c'est toujours la question, quand on met l'accent sur les territoires, comment est-ce qu'on évite qu'on ait simplement une mosaïque, un archipel, et comment est-ce qu'on fait pour que tout ça prenne sens, pour qu'on change d'échelle, pour que ça se généralise, pour que toutes ces initiatives, alors on recherche des labels par ici, on fait une opération vallée par là, mais comment faire pour que ça transforme toute la société? Et ça, on n'y est pas encore. Voilà. Et donc, moi, ce n'est pas du tout une réponse à votre interpellation, mais c'est quand même cette question-là sur le changement d'échelle. Je pense qu'on n'y est pas encore aujourd'hui. Il faudrait que ça passe beaucoup plus largement dans les consciences et dans les décisions des entreprises, mais aussi de l'ensemble des acteurs. Voilà. D'où la nécessité de cette articulation entre toutes ces initiatives territoriales et ces initiatives individuelles ou même collectives, mais de petits collectifs d'entreprises, et puis une action publique plus vaste. Autre question? Je vais apporter un petit complément de réponse, si vous voulez. Par rapport aux objectifs de développement durable qui ont été évoqués, dans le groupe, on a travaillé sur 14 qui nous concernaient et on en a retenu 6 objectifs de responsabilité d'entreprise, dont un très concret que je vais vous lire, c'est proposer à 100% des populations fragiles de l'information et des solutions d'accompagnement en matière de consommation d'énergie et d'accès aux droits. Et pour ce faire, on travaille avec tous les bailleurs sociaux et les associations de consommateurs pour essayer concrètement de répondre à cette exigence qu'on s'est fixée. Grégoire, je suis désolée, je vais te demander de conclure. On a une nouvelle conférence qui va débuter dans 5 minutes. Je peux vous laisser conclure? Peut-être une dernière question? Non, mais attends, monsieur, peut-être? Oui, une toute petite question. Alors, c'est pas tout à fait
le même sujet, si c'est assez proche. J'aurais aimé, en termes d'approche territoriale, savoir comment les entreprises peuvent mieux s'intégrer à travers le tourisme industriel. C'est quelque chose, tout ce que vous nous avez décrit, en fait, passionne les citoyens. Hein. Je sais qu'un certain nombre de groupes ont déjà commencé à ouvrir leurs portes, EDF, etc. Mais par exemple, l'exemple de Picto, alors c'est pas facile de faire venir des gens sur des sites industriels, mais je crois que c'est un sujet qui passionnera de plus en plus. Et dans certains pays, notamment en Allemagne, c'est absolument développé. Et c'est amusant parce que quelqu'un l'a largement évoqué en AG de Picto vendredi, donc je laisse. Alors, je rebondis juste Nicolas rapidement dessus. On aura l'occasion d'évoquer ça après. On va être respectueux du temps. Par rapport au tourisme industriel, effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant pour faire connaître et donner à voir, être très pédagogique par rapport à des acteurs du territoire qui, pour eux, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui vivent à Marseille, qui disent être dans une ville, mais pas dans une ville portuaire. Pour eux, le port, c'est quelque chose qui leur est coupé. Parce que pour des questions de sécurité, de sûreté aujourd'hui, et nous sur Picto, on ne fait pas exception, on a beaucoup de sites Céveso seuil haut, Céveso 2 seuil haut, donc c'est assez compliqué à les ouvrir et à donner à voir et à découvrir. Mais par contre, c'est vrai que c'est un vrai enjeu, parce qu'on le voit, nos collègues hollandais le font très bien, les Japonais le font aussi très très bien. Ce tourisme industriel au portuaire attire du monde, attire des décideurs, mais attire aussi des personnes qui habitent ces territoires et qui ont besoin de mieux comprendre quelles sont les activités qui sont présentes sur ce territoire et en quoi elles leur donnent des clés de transformation de la société dans laquelle, par contre, tout le monde vit là. Bien, je suis désolé, on a un peu débordé, mais on avait quand même une table ronde et des intervenants en nombre important. Donc, je n'ai pas forcément été très bon dans la maîtrise du temps. J'imagine que vous avez des questions à poser. Vous pouvez toujours les poser individuellement aux différents intervenants. Je pense qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Et je vous remercie. Voilà.